BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. François Filiatre. Bonjour Cédric. Pour marché gagnant, votre sujet cette semaine. Eh bien écoutez, cette semaine j'ai été pris entre deux logiques contradictoires. D'un côté, je sais que pour attirer le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur ou l'internaute, il faut grossir le trait. Et par exemple, dans la presse, on fait ça en soignant ses titrailles. Et puis de l'autre, j'ai mon côté éducation financière qui m'amène à plus de sobriété. Alors aujourd'hui, j'ai donc décidé de m'énerver sur le titre d'un article vu sur Internet. Je cite, immobilier, depuis juillet, vous gagnez de l'argent en souscrivant un prêt. Bon, donc on va parler taux immobilier, crédit et intérêt de souscrire à tout ça. Exactement. Selon le Crédit Logement, le taux moyen des prêts accordés s'est élevé à 1,43% au troisième trimestre de l'année 2018. L'occasion de constater que malgré la reprise de l'inflation, les conditions de crédit restent excellentes. D'ailleurs, dit le Crédit Logement, les taux d'intérêt réels n'ont jamais été aussi bas depuis le premier choc pétrolier. Ils sont même négatifs puisque l'inflation est actuellement de 2,2%. D'où cette fameuse titraille, ce grand titre qui prétend que depuis juillet, on gagne de l'argent en souscrivant un prêt. Tout à fait, mais comme vous le savez, je suis un brin critique sur le marketing de l'immobilier qui a un peu tendance à nous raconter des bobards et à enjoliver la réalité. Je ne vais pas vous refaire le coup du pouvoir d'achat qui est dû à l'augmentation du pouvoir d'achat, qui est dû à la baisse des taux et à l'allongement de la durée des crédits. Ainsi, même quand ça vous coûte plus cher, in fine, on finit par vous expliquer que vous gagnez en pouvoir d'achat. Bon, malgré tout, sur ces fameux taux immobiliers négatifs, quel est le problème ? Alors, pour bien comprendre, je vous propose de partir de la base, bref, de la notion de pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat se détermine en comparant l'évolution des revenus et des prix. Exemple, vous gagnez 100, ça vous permet d'acheter 100 baguettes à 1 euro. Si votre rémunération progresse de 3%, elle passera à 103. Et si la baguette, elle, augmente de 2%, elle passera à 1 euro et 2 centimes. Et si on fait les comptes, vous pourrez en acheter 101. Votre pouvoir d'achat a donc augmenté. A contrario, si votre salaire progresse de 2% et que la baguette progresse de 3%, eh bien, vous n'en aurez plus que 99 pour votre argent. Compris ? Oui, jusque-là, j'ai quand même réussi à suivre. Merci Jean-François. Et cette baisse du pouvoir d'achat, c'est la raison qui, par exemple, fait râler les retraités ? Entre autres, puisque les revalorisations de la pension de base est en effet fixée pour l'année prochaine à 0,3%, soit un montant inférieur à l'inflation. Cela revient donc bien à une baisse du pouvoir d'achat. Précision quand même importante pour tout le monde, quand on parle de tout ça, le raisonnement qu'on fait sur le gain ou la perte de pouvoir d'achat, on le fait au niveau macroéconomique, on n'est donc pas en train de s'occuper du cas spécifique de ma copine Choupinette. Et pour l'épargne, c'est la même chose, j'imagine, du coup ? Alors, on compare. L'idée, c'est de comparer l'augmentation de la valeur de son épargne à l'inflation. C'est comme ça que ça marche. Alors, c'est facile quand la performance se limite à un taux. C'est l'exemple, par exemple, avec le livret A, avec l'épargne logement ou avec l'assurance vie. Les Français, par exemple, ils adoraient le livret A quand le taux affiché était supérieur à 10%, alors qu'à l'époque, vu le niveau de l'inflation, ils perdaient de l'argent. Longtemps, le livret A, à 1 ou à 0,75%, ça a été une bonne opération. Seulement voilà, depuis quelque temps déjà, ce n'est plus le cas. Le pouvoir d'achat du livret A est aujourd'hui négatif. Bon, il n'y a pas que le livret A. L'assurance vie, on n'est pas loin d'être dans la même situation. On n'est pas loin, on est dans cette situation. Cela dit, dans une logique de répression financière, les produits à risque faible ont vocation à afficher des taux de rendement réel négatifs, donc à perdre du pouvoir d'achat. Un petit peu de pédagogie quand même, Jean-François. La répression financière, tout le monde l'a peut-être pas... La répression financière, c'est une méthode pour éponger les dettes. Quand on a trop de dettes, vous avez plusieurs solutions. Il y en a une, c'est vous remboursez pas. Le problème, c'est que ça se voit. Ça fait tâche. Et voilà. Et si jamais un beau jour vous avez besoin de remprunter, ça ne facilitera pas votre travail. L'autre solution, c'est la répression financière. La répression financière, c'est quoi ? C'est maintenir les taux d'intérêt à un niveau artificiellement bas. Vous pouvez le faire avec la réglementation, solvabilité 2 pour les assureurs, BAL 4 pour les banquiers, mais aussi avec les politiques monétaires non conventionnelles. Et en fait, quand le taux réel passe en territoire négatif, eh bien on assiste à quoi ? On assiste à un transfert de richesse avec des endettés qui s'enrichissent et des épargnants qui s'appauvrissent. Ok, je suis désolé, mais pourquoi vous avez entamé votre chronique en nous parlant de ce titre. Depuis juillet, vous gagnez de l'argent en souscrivant un prêt. Pourquoi est-ce que vous râlez contre ce titre ? Parce que là, je viens de vous parler du fait qu'avec des taux réels négatifs, les gens qui étaient endettés
s'enrichissaient. En fait, c'est vrai pour l'État, mais pas forcément pour Choupinette. Allez, quitte à comprendre, essayons de comprendre jusqu'au bout. Imaginez, Cédric, Oui. l'environnement actuel, l'inflation est supérieure à 2%, je vous prête à 1,4%, et vous utilisez cet argent pour acheter des SICAV monétaires qui se dévalorisent un peu tous les jours. Question, est-ce qu'au bout du compte, vous allez être gagnant ou vous allez être perdant ? A priori perdant, puisque je vous emprunte 100, avec les intérêts ça va me coûter un peu plus, et puis comme les SICAV baissent, au terme j'aurai moins que 100, non ? Et exactement. Et vous aurez donc une situation nette négative. Tirons d'ailleurs de ce petit exemple deux conclusions. La première, c'est que quand les choses se passent mal, le crédit peut vous amener à avoir une situation nette négative, ce qui revient à perdre plus que son capital. Bref, le recours au crédit est toujours beaucoup plus risqué qu'un simple placement en épargne, où là, en général, vous ne pouvez pas perdre plus que votre mise. Deuxième leçon, l'élément important lorsque l'on utilise l'effet de levier du crédit, ce n'est pas le niveau de l'inflation, c'est la rentabilité escomptée de l'investissement. Si cette rentabilité, elle est supérieure au taux du crédit, eh bien, l'effet de levier va créer de la richesse. A contrario, si la rentabilité escomptée, elle est plus faible que le coût du crédit, on détruit de la richesse. Donc dans le fameux titre, ce que vous aimez pas, c'est le sous-entendu. Oui, il y a un sous-entendu, effectivement. Le sous-entendu, c'est de dire que l'immobilier va faire le niveau de l'inflation. Eh bien, voyez-vous, cette idée, je pense qu'elle mérite d'être challengée. Pourquoi ? Parce qu'il y a belle lurette que les prix se sont débranchés du niveau de l'inflation. Durant les 20 dernières années où l'inflation était basse, les prix de la pierre n'ont fait que monter. Et je vous pose la question, Cédric, où est l'explication ? L'effet du crédit ? Exactement. La mise en place de l'euro a eu un effet majeur, la baisse des taux de crédit et l'allongement de la durée des emprunts. Juste quelques chiffres. De 2001 à 2006, les taux de crédit immobilier ont baissé de près de 2,5 points. Et de 2000 à 2007, l'allongement de la durée moyenne des crédits a été de l'ordre de 4 ans. C'est avec cet argent qu'on a créé de toutes pièces que l'on a créé une hausse spectaculaire. Et le fameux indice qui a été développé par l'économiste Jacques Frigide est alors sorti des clous. Désormais, les prix sont déconnectés de l'inflation et déconnectés des revenus des ménages. Donc ils pourraient ne pas suivre cette fameuse inflation si ça redémarrait. En 30 secondes, je vous fais le scénario de la théorie classique. Revenons dans un monde normal. La hausse de l'inflation doit être marquée par une hausse des taux. Si l'on considère, théorie classique, que les taux à long terme doivent être égaux à la croissance potentielle plus l'inflation, ça nous amène aux alentours de 4%. Dans cette hypothèse, la perte de pouvoir d'achat pour le marché immobilier est absolument colossale et elle ne sera pas compensée par l'augmentation des revenus. Du coup, les acheteurs potentiels vont se faire plus rares. Et les investisseurs, eux, ils auront des difficultés à augmenter les loyers. Je vous rappelle juste que depuis 5 ans, les loyers lors des relocations sont orientés à la baisse. Donc il faut aller chercher des placements plus rentables. Ça pourrait être le réflexe des investisseurs, sauf qu'il y a une solution. C'est se dire, si le loyer ne peut pas être augmenté, comment on peut améliorer la rentabilité de l'immobilier ? Eh bien simplement en voyant les prix baisser. Donc on pourrait effectivement voir un ajustement par les prix. Je résume, en cas de retour à une situation économique normale, donc si l'on pense que demain ça ira vraiment mieux, tous les éléments plaident pour une baisse des prix de l'immobilier. Et Cédric, je vous laisse donc le mot de conclusion pour voir si vous m'avez bien compris. Pour un investisseur, est-il intéressant d'emprunter et de s'endetter à un taux réel négatif pour faire un investissement qui se dévalorise ? Si vous n'avez pas suivi, la réponse est non. Parfait. Jean-François Filâtre, on vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions.